Attention, cette vidéo contient plusieurs sujets. Agressions sexuelles, détresse psychologique, meurtre d'enfants et de nouveau-nés. Aucune image sensible, mais certains détails de l'affaire peuvent heurter potentiellement votre sensibilité. Nani est dans la cuisine. Elle se tient debout et cuisine une tarte. Mais elle n'y arrive pas. Elle est envahie par ses pensées. Depuis longtemps, elle rêve de rencontrer le grand amour, de s'enfuir de cette vie froide et misérable qu'elle mène avec son mari. Harley, lui qui est d'ailleurs beaucoup trop occupé à ses propres affaires avec d'autres femmes. Des femmes bien plus jeunes que lui. Ce sombre idiot la pense beaucoup trop perdue dans ses rêveries pour se rendre compte de ses infidélités. Elle joue alors l'épouse parfaite qui ne se base que sur des mensonges depuis le début. Et ce soir encore, c'est ce qu'elle va faire. Elle va lui cuisiner une tarte aux pommes fourrées à la compote de pruneaux. Une recette de sa spécialité qui est aussi la tarte préférée de son mari. Elle lui prépare alors cette tarte si bonne qu'il aura envie de tout manger. Une tarte avec beaucoup de sucre. Puis, elle attend, assise au salon, en écoutant la radio dans la maison, parfaitement rangée. En octobre 1954, à l'hôpital de Tulsa en Oklahoma, le docteur Chilbane apprend le décès d'un patient. Bizarre parce qu'il l'a pourtant autorisé à sortir de l'hôpital la veille, jugeant qu'il était guéri. Pour lui, l'homme allait très bien, malgré son âge avancé, mais bon, aujourd'hui, il est mort. La situation, je vous l'accorde, est plutôt étrange. Il décide alors de demander une autopsie du corps, malgré les apparences de mort naturelle. Autopsie qui confirme alors son intuition. Dans le sang du défunt, un taux d'arsenic très élevé est examiné. La dose qui est retrouvée aurait pu tuer un animal de la taille d'un cheval. Immédiatement, le doute se porte sur l'épouse du défunt, Nancy Doss. Interpellée, elle est directement conduite en garde à vue. Et pour seule réponse aux questions des enquêteurs, cette petite femme aux allures de grand-mère peut-elle être impliquée dans le décès soudain de son époux? En épluchant le passé de celle qui se fait tendrement surnommer Nani, les enquêteurs découvrent qu'ils sont probablement face au dernier meurtre d'une très longue série. Des meurtres jusqu'ici inaperçus, auxquels ils sont sur le point de mettre un terme. Car le décès sur lequel ils enquêtent les plonge sous les airs charmants de Nani dans un sombre passé. Celui d'une veuve qui n'enterre ni plus ni moins que son 5e mari, en plus d'avoir mystérieusement survécu à nombreux de ses proches. Ce soir les amis, je vous invite avec moi à découvrir l'histoire hyper sordide de Nancy Hazel, alias la femme qu'on appelle Nani Doss. Et laissez-moi les amis vous persuader avec cette vidéo que les apparences, il vaut mieux parfois se méfier. Nancy Hazel est née en 1905 dans l'Alabama. Elle va naître d'ailleurs dans une famille de fermiers. La petite Nancy grandit dans la rigueur de la vie de l'époque avec ses parents très stricts. Son père, James, n'est en réalité pas son père biologique, mais adoptif, il faut savoir. Lui-même issu d'une famille pauvre, déshéritée et sans le sou. Il n'est pas un bon parti. Bon, certes, il possède une exploitation. Mais bon, elle est assez misérable et il y a plus de boue que de plantations sur son terrain. Et lorsqu'il a été question de trouver une épouse, il a jeté son dévolu sur Louise, elle-même issue d'une famille pauvre, victime des maltraitances de son père et enceinte d'un amant de passage et rejetée par sa famille. Louise a tout gagné à épouser James. Le mariage est alors comme une sorte d'arrangement entre eux. Elle trouve alors un mari, une figure paternelle pour l'enfant à venir ainsi qu'un foyer. Lui trouve une épouse, une compagne et de la main-d'œuvre sur l'exploitation, souvent ainsi la ferme Hazel. Et alors si la vie de Louise n'a jamais été très idéale, la vie à la ferme Hazel est loin d'être idyllique, vous le verrez. Au début du XXe siècle, les conditions de vie étaient très rudes dans cette région des États-Unis. Les enfants représentaient à ce moment-là des bouches à nourrir. Ils contribuaient donc aux tâches de l'exploitation agricole, constituant donc une vraie main-d'œuvre gratuite en retour. C'est alors tout naturellement que les parents Hazel, James et Louise, exigent que la petite Nancy s'occupe des tâches de l'exploitation dès qu'elle en est capable. Née alors en 1905, elle est rapidement privée d'éducation par le travail à la ferme. Les tâches sont rudes et celle que l'on surnomme affectueusement Nani est délaissée. Et comme tous les enfants finalement qui arriveront plus tard dans le foyer, un frère et 3 sœurs. Bon, lorsqu'elle n'est pas occupée aux tâches un petit peu reloues de l'exploitation, elle est chargée de prendre soin de sa fratrie, de qui elle est l'aînée. Les seules périodes où elle est autorisée à aller à l'école sont les périodes en fait hivernales, pendant lesquelles il y a moins de travail à l'exploitation. Mais cela ne lui permet pas pour autant malheureusement de rattraper tout son retard qu'elle a à l'école. Elle apprend alors tout de même à lire et à écrire. Les bases quoi.
Et elle développe même, dites-vous, très très tôt, un goût prononcé pour la lecture. Comme on le verra, un type de lecture bien précis, les romans d'amour. Les livres, comme toutes les petites filles, lui permettent un peu de s'échapper loin du quotidien assez difficile de la ferme, mais de la vie qu'elle a avec son père. Et c'est dommage parce que c'est le seul homme qui représentait l'unique figure paternelle pour elle. Bon, là on arrive en 1912 où c'est une période très compliquée pour Nanny. Elle va être victime de maltraitance. Ça va être vraiment une enfance horrible. L'année de ses 7 ans, alors que les Hazel sont tous dans la voiture pour aller visiter de la famille, le véhicule fait une embardée. En train de lire à l'arrière, elle est propulsée sur une barre en métal contre laquelle elle se cogne avant de perdre connaissance. Absorbée dans sa lecture, elle ne se rend même pas compte de l'accident. Lorsqu'elle se réveille, la famille est déjà arrivée chez l'oncle qui les accueille. En ouvrant les yeux, elle souffre à la tête et cet accident lui laissera de profondes séquelles. Toute sa vie, elle va subir de profondes migraines à cause de ça, plusieurs épisodes dépressifs et beaucoup d'excès de colère. Et ses horribles parents ne lui laissent aucun répit. À peine de retour à la maison, sans lui laisser aucun repos, ils la remettent directement au travail. Elle souffre déjà pourtant de migraines, de trop de mémoire et aussi de dépression. Mais sans aucun billet d'argent, son père refuse alors de la conduire à l'hôpital pour la faire soigner dignement. Sans parler de tout ce temps où elle ne pourra pas du tout travailler pour se soigner. James commence alors à se comporter différemment envers Nanny. Il était déjà maltraitant avec Louise, la mère de Nanny, mais il ne touchait pas encore aux enfants. Pourtant, petit à petit, il se met à maltraiter Nanny aussi. Ah oui, évidemment pas du tout les autres enfants biologiques, non, seulement elle. Bon, heureusement, les enfants biologiques vont éviter ça, il ne va pas s'en prendre à eux, mais uniquement à Nanny. La petite développe alors un sentiment de haine profonde à son égard. Progressivement, c'est du dégoût là qu'elle ressent pour les activités de la ferme. Elle s'enferme alors dans un monde bien à elle. Un monde constitué de romans d'amour qu'elle dévore avec passion dès qu'elle a un petit peu de temps pour elle. Un monde d'ailleurs qui deviendra de plus en plus une obsession. Elle le sait, un jour, le grand amour lui permettra de s'échapper à sa misérable vie. Elle projette sa rencontre avec l'homme idéal, rêve d'une vie romantique et lit toujours plus de romans d'amour. Bon, cependant, elle rencontre un sérieux problème. Elle se dit comment trouver l'amour lorsqu'on vit dans l'isolement et la misère au fond de la campagne de l'Alabama. Et puis, plus elle grandit, plus son père se montre possessif et très autoritaire envers elle. Il lui interdit la cocoterie et lui impose le chaperonnage de son frère les rares fois où elle se rend à la ville, comme si les prédateurs ne se trouvaient qu'à l'extérieur de la famille. Alors qu'en réalité, James protège ses propres filles biologiques, mais il laisse Nanny se faire agresser par ses oncles et ses cousins. Elle a alors à peine 12 ans quand ses abus commencent. Pire, lorsqu'il surprend une scène d'agression, c'est elle qui le punit. Il l'accuse d'être pervertie et il lui dit qu'elle finira toute sa vie comme sa mère, Louise. Une jeune femme, seule, célibataire et démunie sans lui. Bon alors là, Nanny, elle va comprendre. Si elle ne peut pas aller alors à l'extérieur de la ferme chercher des prétendants, elle doit les faire venir à elle. Et c'est ce qu'elle fait en répondant à des petites annonces des journaux dans la rubrique « Les cœurs solitaires ». Oui, alors, pour ceux qui ne captent pas trop ce que c'est vraiment genre l'ancêtre, mais l'ancêtre préhistorique de Tinder, vraiment. Avant les applis, avant les sites de rencontres, avant le Minitel même. Des gens envoient tout simplement des petites annonces à un journal dans le but de trouver l'âme sœur. Les annonces sont publiées et les personnes intéressées n'ont plus qu'à rentrer en contact. Mais la petite Nanny est encore bien jeune, à peine 15 ans dites-vous, et personne ne lui répond à elle. Heureusement, en vrai de vrai, parce que bon, vous imaginez des gros darons là qui lui répondent, assez terrifiant. Elle en est certaine, si elle n'a pas eu de courrier, c'est qu'aucun prétendant ne s'intéresse à elle. Ça ne peut pas être son père qui a intercepté le courrier, sinon il l'aurait puni en le découvrant. Pour elle, c'est vraiment qu'elle ne plaît pas. Alors déterminée à se libérer de l'enfer de la ferme Hazel, elle propose une sorte de deal à ses parents. Technique assez maligne, elle arrive à les convaincre qu'il est préférable de trouver un emploi en ville plutôt que de rester sur l'exploitation. Assez affaiblie depuis sa blessure au crâne, elle ramènerait alors plus d'argent en travaillant comme salariée. Bon, ses parents alors acceptent sa proposition et elle ne tarde pas à trouver un emploi dans une usine locale. Ce qui lui donne directement un très bon prétexte pour s'habiller convenablement et faire preuve de coquetterie sans que son père ne l'en empêche. Elle peut aussi socialiser au travail et ça, elle trouve ça incroyable cette liberté. Elle devient même très rapidement assez populaire. Elle se fait très vite une petite réputation au point où en ville, progressivement, elle contribue à redorer un petit peu le nom de la famille Hazel.
Mais justement, les hommes, ils sont au courant de ce qui se trame dans la famille Hazel. Ils savent très bien que leur père est complètement fauché. Aucun patrimoine ni héritage. Dans sa quête d'amour véritable, elle ne veut surtout pas reproduire le parcours de sa mère. Alors pour fréquenter toujours plus d'hommes et s'offrir plus de choix, elle met en place un petit subterfuge assez intelligent. Elle commence à fumer, en fait, tout simplement, en fait, c'est pas si... Ouais, elle fume quoi. Cela va lui permettre de sortir, prendre une pause, pendant tout simplement qu'elle travaille, à une époque où ce sont majoritairement les hommes qui fument. Elle est plutôt maligne à ce moment-là. Comme elle ramène de l'argent au foyer, du coup son père ne peut plus se permettre vraiment d'être autoritaire avec elle. Elle finit alors par rencontrer un certain Charlie Braggs. Ce jeune homme de son âge, soit 16 ans, lui propose de l'épouser seulement 4 mois après leur rencontre. Et c'est en 1921 qu'on va assister au premier mariage d'une très longue série pour Nanny. Ouvrier d'usine, c'est un homme grand, brun, frisé et solitaire. Il s'occupe de sa pauvre mère malade chez qui il vit. Et est-ce que vous le voyez venir le petit plan ? Le jour du mariage, il a si peu de vie sociale que seule sa mère et 3 de ses collègues sont présents. Le pauvre en vrai. Mais c'est pas bien grave parce que la famille de Nanny va se déplacer au grand complet pour l'occasion. Et quelques anciennes collègues de travail aussi vont se présenter au mariage. Le jeune couple vit alors chez la mère de Charlie. Nancy le vit très mal car sa belle-mère se montre carrément déviante. Elle reproduit la pression psychologique que James lui a déjà infligée quand elle était enfant. La même d'ailleurs qu'elle a cherché à fuir par le mariage avec le premier homme qui passait dans le coin. La mère Braggs lui donne des ordres comme elle le fait alors avec son propre fils. Il faut dire que cette vieille femme, mère célibataire, a toujours vécu avec son fils. C'était lui l'homme de la maison avant l'arrivée de Nanny dans leur vie. Dans son dos, la vieille mère Braggs lui trouve ensuite tous les défauts du monde. Elle accuse Nanny d'être une mauvaise épouse et réussit à manipuler son propre fils. Puis elle trouve alors toutes les raisons possibles de les empêcher de vivre leur vie d'amoureux. Au moment où s'ils s'apprêtaient à sortir en ville, comme par hasard, elle est malade. Ce qui oblige malheureusement Charlie à rester au chevet de sa pauvre mère. En épousant Charlie, Nanny pensait que la situation serait temporaire, que sa belle-mère n'allait pas tout le temps solliciter Charlie. Mais ça a duré un peu trop à son goût. Alors un jour, la mère Braggs dépasse les bornes. Elle interdit à Nanny de lire ses romans d'amour et l'accuse d'une forme d'infidélité intellectuelle. Bon, là, c'en est beaucoup trop. Nanny réalise que si elle veut tirer son mari des griffes de sa mère, elle doit lui offrir ce que seule une épouse peut lui offrir. Sans vous faire le dessin, dans les 5 années suivantes, elle donne naissance à 4 enfants. Melvina, l'aînée, Zelmer, Gertrude et Florine, la dernière. Nanny entretient alors une relation particulièrement fusionnelle avec Melvina. Elle la considère comme la prunelle de ses yeux et projette vraiment tous ses propres espoirs. Pendant qu'elle s'occupe des enfants, sa vie de couple bat de l'aile. Charlie s'enfonce de plus en plus dans l'alcool et il lui arrive fréquemment d'avoir des liaisons extra-conjugales. Bon, en vrai, ça c'est pas tellement nouveau, elle le sait très bien. Mais elle fait tout pour maintenir les apparences, pendant que ses infidélités à lui font de plus en plus jaser. Prisonnière alors d'un schéma familial qu'elle a cherché à fuir toute sa vie, elle subit un épisode dépressif très violent, la pauvre. 1927, 3 décès soudains. Avec 4 enfants, dont un nourrisson, Nanny pense qu'elle serait mieux avec moins d'enfants à s'occuper. Et la mère Braggs complique la situation, toujours sur son dos à lui donner des ordres, ou pire, lui mettre des bâtons dans les roues. Nanny sombre tous les jours de plus en plus, pendant qu'elle essaie de maintenir comme elle peut les apparences. Et plus elle y pense, plus l'équation lui paraît simple. Tout allait beaucoup mieux lorsqu'elle n'avait qu'un seul enfant, lorsqu'elle n'avait que Melvina. Un matin, Charlie rentre d'une virée on ne sait où, qui a duré 3 jours. Le gars a littéralement découché 3 jours sans prévenir sa femme, en laissant les enfants et la mère, quoi. Ouais, le mec n'a pas tellement de race, finalement. Mais quand il rentre, il trouve au pas de sa maison une foule endeuillée, tout habillée de noir, qui lui présente ses condoléances. Immédiatement, il pense à sa pauvre vieille mère, malade, la mère Braggs. Mais en arrivant dans le salon, il la trouve assise à côté de Nanny, qui tient la petite Florine dans les bras pendant que Melvina joue à leurs pieds. Même les parents de Nanny, James et Louise, sont présents. Cependant, il manque 2 enfants. Et alors, lorsqu'il demande où ils sont, il comprend en même temps la situation. Ce sont eux que la fouille endeuillée est venue pleurer au seuil de sa maison.
Le docteur, appelé au matin pour constater les 2 corps inertes, juge qu'il s'agit d'une mort par intoxication alimentaire. Mais là, personne ne soupçonne la pauvre mère endeuillée. Plus tard, on comprendra que si la petite Florine échappe à la mort, c'est uniquement parce que sa mère l'allait et rien d'autre. Elle ne peut donc pas lui administrer le poison qui leur a été fatal. Quant à la petite Melvina, elle ne doit son statut qu'à l'obsession malsaine que lui porte sa mère. Mais bon, pour le moment, personne ne se doute là que c'est elle, Nanny, qui a tué ses enfants. Personne ne se doute de ça. Charlie alors est considéré comme un mauvais père, un père absent au moment où ses enfants ont perdu la vie. Pendant que Nanny, elle, est glorifiée. Elle devient cette pauvre mère qui vient de perdre ses enfants, tragiquement 2 en bas âge en plus. Même la vieille mère Braggs d'ailleurs finit par s'adoucir envers elle. Elle jette même des fois des regards noirs à son fils indigne. Les funérailles sont assez rapides après le décès des enfants. Mais la culpabilité de Charlie, elle, ne passe pas. Jusqu'un soir où, alors que Nanny sert le dîner à table, il croise le regard de sa femme. Là, il comprend absolument tout. Il prend soudainement conscience qu'il n'y a aucune tristesse dans son regard. Ce qui lui fait alors là terriblement peur. Si peur que le soir même, il fait quelques valises et s'enfuit avec la petite Melvina, âgée de 5 ans. Bon, malheureusement, Florine, elle, est encore allaitée et a trop besoin du sein maternel. Il la laisse alors à contre-cœur derrière lui. Nanny, en se réveillant alors dans une maison déserte par son mari et sa fille aînée, est dévastée complètement. D'autant que Melvina est quand même, je vous le rappelle, sa fille privilégiée. Bien sûr, Charlie a laissé derrière lui la bonne vieille mère Braggs pour le plus grand bonheur de Nanny. Nanny décide alors de faire ce qu'elle a toujours fait, maintenir les apparences. Toute la ville alors plaint la pauvre femme qui vient de perdre 2 enfants. Cette femme, abandonnée par son mari, sans aucune explication, la laissant avec sa vieille mère malade sur les bras. D'ailleurs, la vieille mère Braggs décline très vite depuis le départ de son fils. Elle dépend un petit peu maintenant que du bon vouloir de Nanny pour prendre soin d'elle. Ses souffrances sont brèves et elle décède très rapidement. Il est évident, voilà pour tout le monde, que cette femme est morte de vieillesse et peut-être aussi un peu de chagrin car son fils est parti. Avec Nanny, sa brave belle-fille à son chevet. Nanny, qui, à la mort de sa belle-mère, se retrouve seule avec Florine. Elle travaille et peut subvenir alors seule à ses besoins. Mais elle n'est pas très heureuse en fait à cette époque-là. D'abord, la maison appartient officiellement à Charlie, qui en a légalement hérité après le décès de mère Braggs. Ce n'est donc pas réellement sa maison à elle. D'autre part, Melvina lui manque terriblement. 1928, nouvelle vie. À l'été 1928, alors, l'année suivante, Charlie se présente un jour sans prévenir à la porte avec Melvina dans ses bras. Ils sont accompagnés d'une femme et d'un autre petit garçon. C'est une veuve que Charlie a rencontrée. Et comme il ne sait pas vivre seul, l'homme a été vite contraint de trouver une autre femme. Et cette mère célibataire, qui a besoin d'une figure paternelle, voit en Charlie alors le moyen d'avoir un toit pour son enfant. Et s'il s'est enfui en comprenant la vérité, c'est parce qu'il a eu peur. Aujourd'hui, il ne supporte plus l'idée de payer un loyer alors que son épouse, tueuse d'enfants, est littéralement trop à l'aise dans sa maison. Ce qui devait arriver arriva, il est venu réclamer son bien sans manquer de demander le divorce. Nanny quitte alors la maison, mais récupère quand même Melvina qui lui a tant manqué. Sans la joie la plus totale, elle retourne alors vivre dans la ferme Hazel, chez ses parents quoi. Et son père James lui rappelle très vite qu'elle doit participer aux tâches ménagères si elle veut vivre avec eux, mais aussi reprendre le travail de l'exploitation, qu'elle avait souvent l'habitude de faire à l'époque de ses 15 ans. D'autant qu'elle n'est pas seule et que ce sont au total 3 bouches supplémentaires qu'il faut nourrir. De son côté, elle est vachement soulagée par ce divorce avec un homme qui l'a trompée. Elle perd aussi l'intérêt obsessionnel qu'elle entretenait jusqu'ici envers Melvina, sa fille aînée. Elle se sent très seule à nouveau et rêve toujours de rencontrer le grand amour. Elle finit alors de trouver un petit emploi en ville plutôt que de rester travailler à la ferme et elle a bon espoir de rencontrer l'homme idéal. Et cette fois, elle ne fera pas la même erreur. Elle en choisira un bon. Elle se retourne alors très vite à nouveau vers les rubriques des cœurs solitaires comme lorsqu'elle était jeune fille. Dans ce genre de correspondance, les hommes restent alors courtois et utilisent des formules poétiques plutôt que de révéler directement leurs vrais désirs. Pour maximiser alors ses chances, elle ne se contente pas seulement d'écrire aux hommes de son état, mais dans le pays entier. C'est de cette manière alors qu'elle rencontre celui qui deviendra son deuxième époux.
Frank Harrelson, un alcoolique notoire d'une ville de Floride, précisément à Jacksonville. Alors en 1929, ça va être le deuxième mariage pour notre Nanny. Robert Franklin Harrelson, de son nom complet, est très réputé pour être violent et colérique. En plus d'avoir un penchant sérieux pour la boisson. Mais bon, lui se présente comme un citadin social qui aime la musique jazz. Un jour, il surprend Nanny en venant à sa rencontre par surprise à la ferme. Elle est impressionnée. Il avait fait tout ce trajet uniquement dans le but de la rencontrer et de la voir. Et il avait avec lui en plus de ça des cadeaux pour elle. La semaine suivante, il revient. Elle est alors là fortement séduite par son comportement. Il lui semble beaucoup plus ambitieux que les autres hommes qu'elle a rencontrés par le passé. Bon, en tout cas, plus que Charlie quoi. Et il lui promet une nouvelle vie loin de leurs familles respectives. Peu avant de la rencontrer, il a accepté un emploi à Cedartown, dans l'état de la Géorgie. Par chance, ça le rapproche de Nanny. 2 mois après alors leur rencontre, il lui propose de se marier et d'emménager ensemble. Toute la ville de Blue Mountain est heureuse pour la pauvre Nanny. Elle a par chance retrouvé l'amour après avoir été mise à la porte par son ex-mari. Seuls les parents Hazel semblent désapprouver cette union avec Frank. Ils se sont habitués à la présence de leurs petits-enfants près d'eux, mais surtout, en vrai de vrai, pour être honnête, c'est de la main-d'œuvre que leur enlève Nanny, en s'installant du coup avec Frank. Il n'y a plus trop d'aide à la ferme si les enfants sont plus là. Ils se marient alors en 1929 et déménagent à Cedartown. Frank est un bon mari, mais il commence un petit peu à s'alcooliser de plus en plus, à boire du whisky. Et Nanny, elle remarque ça très vite. Les États-Unis, à cette époque-là, sont en période de prohibition d'alcool, c'est-à-dire en gros qu'ils interdisent totalement l'alcool. L'alcool qu'on trouve sur le marché noir est de très mauvaise qualité et accentue les problèmes liés à la consommation. Et surtout à la consommation de Frank. Les autorités alors ont ordonné la destruction de tout l'alcool sur le territoire. Et pour braver l'interdiction, il existe une contrebande fabriquée illégalement dans des alambics. Mal distillée ou frélatée, elle peut réellement causer des dommages. En plus de consommer alors de l'alcool de très mauvaise qualité, Frank déserte de plus en plus le lit conjugal. À nouveau, Nanny passe son temps à s'occuper de la maison et des enfants. Elle se sent terriblement seule et elle est hyper isolée de tout le monde et subit un épisode, encore une fois, de dépression. Un matin, après une autre nuit seule dans le lit conjugal, ce n'est pas Frank qui rentre à la maison, mais un ami à lui. Il vient informer Nanny que Frank est au commissariat. Il a été arrêté apparemment à cause des excès qui se sont passés la nuit dernière et donc elle doit aller le récupérer. Et c'est à ce moment qu'elle apprend alors la réputation sulfureuse de Frank. Il lui confesse qu'il a eu de gros problèmes avec la police et l'alcool aussi, par le passé. Pour lui, il pensait qu'un mariage avec une femme honnête, une nouvelle ville et un nouveau travail l'aurait sûrement éloigné de tous ces démons. Mais c'est pas du tout le cas. À ce moment, Nanny elle est tiraillée entre l'espoir qu'il devienne finalement un bon mari un jour et la colère qui lui dit en fait il a menti tout ce temps quoi. Bon, elle reste quand même auprès de lui et essaye comme elle peut de le sortir de l'alcool. Mais il ne fait que sortir et se saouler encore de plus en plus. Et alors là, c'est terrible, mais elle commence elle aussi à boire pour l'accompagner. Et sa fille aussi, Melvina, commence à boire pour les accompagner. Parce que oui, maintenant qu'elle est grande et indépendante, elle peut faire ce qu'elle veut et se joindre à ses parents pour s'enjailler, voilà, laissant souvent la petite Florine aussi seule à la maison. Ouais. On n'oublie pas, Florine reste complètement seule, la pauvre. Et un jour, la police va tomber dessus. Ils vont tomber sur la petite Florine complètement toute seule à la maison. En l'absence alors de sa mère, elle est envoyée chez son père. Ce qui va rendre d'ailleurs extrêmement furieuse Nanny lorsqu'elle va l'apprendre. Mais au moins, ça va être assez positif parce que ça va la sortir de l'alcool. Parce que oui, pour récupérer la garde de son enfant, il faut obligatoirement qu'elle sorte de l'alcool. Et c'est ce qu'elle va faire. Jusqu'à un soir, plus saoul qu'un autre, Frank va frapper Nanny. Elle d'abord, puis les enfants aussi, avec les années. Et ce ne sont pas moins de 16 années que Nanny va passer mariée à Frank Harrelson. 16 années de misère, de solitude sur fond d'alcoolisme. Pour échapper alors à ce cycle infernal qui lui rappelle le foyer familial où elle a grandi, elle se réfugie alors dans ses romans, ceux qui parlent d'amour, du vrai. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas un mari aussi gentil que ceux décrits dans les livres, dans tout ce qu'elle lit depuis qu'elle est petite. Lorsque ses filles alors sont en âge de trouver des maris, elle tient à trouver pour Melvina un bon époux parmi tous les prétendants. C'est un certain Mozzie Haynes, du même âge que sa fille, 18 ans, qui retient alors pas mal son attention. Il a un emploi, une maison et surtout, il est indépendant vis-à-vis de ses parents. Et ce qui est très important pour elle, car elle ne souhaite surtout pas à sa fille de vivre le cauchemar, Melvina se marie alors avec Mozzie en 1942.
Le couple attend un enfant qui viendra au monde en 1943. 1943, une naissance non désirée. L'accouchement du petit Robert est si rapide que Nanny n'a même pas eu le temps de venir au chevet de sa fille. Quand elle arrive à la maternité, le bébé est déjà dans les bras de sa maman. À nouveau, elle est tirée par des sensations contradictoires. Certes, elle est heureuse du bonheur de sa fille, mais elle a le sentiment que devenir grand-mère met fin un petit peu à toute sa vie à elle. Après tout, elle a tout sacrifié pour ses enfants. Et si elle n'a pas eu la vie dont elle a toujours rêvé, c'est à cause d'eux. Et maintenant, le petit Robert prend la première place dans la vie de sa fille. Ce n'est plus du tout elle l'élément le plus important de sa vie. Elle tente alors de se proposer comme aide assez régulière à son chevet, la rendant donc un petit peu indispensable, mais c'est Florine finalement, sa sœur, qui emménage. Nanny sombre alors à nouveau dans une profonde dépression qui va la mettre très très mal et la rendre encore plus seule. Entre-temps, la guerre éclate dans le monde. Quand Nanny apprend la seconde grossesse de Melvina, ses inquiétudes ne cessent alors de s'accroître. Elle juge que c'est déraisonnable complètement d'élever un enfant déjà dans cette période de guerre. Mais alors, c'est impossible, c'est impensable. Il ne faut pas le faire. Elle s'arrange alors pour être le plus régulièrement possible auprès de Melvina, afin d'être présente pour les premières contractions. Cette fois, elle accompagne alors sa fille à la maternité. Dans la salle de travail, elle prend totalement le contrôle et envoie les sages-femmes chercher du linge. Elle prétexte aussi une autre raison pour éloigner le mari. C'est alors là une petite fille qui voit le monde ce jour-là. Alors que la mère est épuisée par un accouchement difficile, Nanny prend sa petite fille vivante dans ses bras. Oui, bon, vous vous en doutez bien. Si je le précise, c'est qu'un horrible drame est sur le point de se produire. Le personnel de la maternité, de retour dans la chambre après avoir laissé la maman complètement seule avec l'enfant et la grand-mère, découvre avec surprise un cadavre, un tout petit cadavre. Cette mort subite est attribuée à une privation d'oxygène. Mais la raison précise reste indéterminée. Melvina, elle, a du mal à croire que son bébé vivant à sa naissance ait tout simplement cessé de respirer sans aucune autre explication. Plus tard, alors qu'elles ne sont que toutes les deux avec Florine, elle confie à sa sœur avoir fait un cauchemar dans sa chambre à la maternité. Dans ce cauchemar absolument horrible, elle voyait sa propre mère enfoncer l'aiguille dans le sommet du crâne du bébé. Et ça, elle le faisait apparemment pendant qu'elle était toute seule dans la chambre. Lorsque nous naissons, les différentes parties du crâne entre elles ne sont pas encore soudées. Elles se soudent en fait avec le temps par la création d'une matière cartilagineuse et nous naissons donc en quelque sorte avec une faille crânienne au-dessus de la tête. Faille dans laquelle Melvina a vu Nancy en cauchemar enfoncer une aiguille provoquant le décès du nourrisson. Les deux filles, après une longue discussion à propos de leur mère et de ce cauchemar, en déduisent alors qu'il ne s'agissait pas du tout d'un mauvais rêve. Malheureusement, elles n'ont aucune preuve en leur possession pour confirmer si leur doute est bien vrai. Nanny s'est toujours montrée être une grand-mère dévouée avec le petit Robert, le fils aîné de Melvina, pour ceux qui n'ont pas suivi. En comprenant la situation, en réalisant que sa mère a volontairement tué son enfant, elle est alors désemparée. En plus, la relation avec son mari se dégrade progressivement. Essayant alors d'oublier sa colère finalement, elle s'abandonne aux bras d'un jeune soldat. Nanny désapprouve alors fortement cette relation extra-conjugale. Sa fille est en train de reproduire ce qu'elle a elle-même vécu dans sa vie de couple. Tandis que Melvina, elle, accusait sa mère de l'avoir mariée de force à Mosey et de lui avoir fait subir sa vie avec Frank en refusant qu'elle vive chez son père. Les disputes alors éclatent, comme vous l'aurez compris, régulièrement entre les deux femmes et Melvina va décider de laisser donc sa mère seule avec le petit Robert pour retrouver les bras de son amant. Quant à Frank, c'est un peu sa routine, il se barre tout le temps pour satisfaire ses envies de boisson. Il est pas trop là quoi. Alors un jour où elle est encore seule à la maison, Nanny décide d'aller chercher le poison mortel contre les rats. Elle en a un petit peu dans son garage et c'est de l'arsenic. Elle le cache alors dans le placard de la cuisine quand elle l'a récupéré, bien en hauteur, derrière d'autres aliments pour que personne ne le retrouve. Les jours suivants, elle gâte alors son fils Robert de friandises et de tartes qu'elle cuisine elle-même. Un matin, elle appelle le docteur parce que elle déclare que le petit garçon est décédé par asphyxie naturelle. Aussi surprenant que cela puisse paraître, personne, cette fois encore, ne soupçonne la pauvre Nanny. Personne, sauf Melvina, qui en rentrant d'escapade avec son amant, apprend le décès soudain de son unique enfant. Comme par hasard, avec sa mère aux alentours. Malheureusement, elle ne possède aucune preuve pour accuser que c'est bien sa mère, Nanny, qui a fait ça.
J'imagine être à la place de Melvina, ça doit être horrible. C'est l'aînée, elle a perdu déjà ses frères à cause de sa mère, son enfant, puis son autre enfant. Ouais, deux enfants. Non, on dirait que c'est un film imaginé, de fiction. C'est totalement vrai. Bon, pour ceux qui sont là en cours d'histoire, évidemment, vous l'avez celle-là. En 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale et les soldats donc rentrent petit à petit à la maison. Frank, lui, a une permission de rester sur le territoire en raison de son travail à l'usine. Et alors que les vétérans rentrent, des querelles éclatent dans les bars entre ceux qui se sont battus et ceux que l'on considère comme des lâches, restés au pays. Frank, lui, fait partie de ceux qui sont restés. Lui s'est saoulé pendant que ses compatriotes mouraient au combat. Un soir, il sort alors boire dans les bars, comme à son habitude finalement, pendant plusieurs jours. Lorsqu'il rentre, Nanny s'amuse à le voir alcoolisé. Mais lorsqu'il essaie alors de se rapprocher physiquement d'elle, elle n'en a pas du tout envie et le repousse. Bon, lui insiste, il est hyper lourd avec elle, il la brutalise, l'agresse, la force même à avoir un rapport sexuel en lui maintenant les bras. Bon, après le crime douloureux qu'elle vient de subir, elle se rend alors dans sa bibliothèque. Et face à tous ces romans d'amour, elle est profondément choquée et blessée. Elle pense alors à prendre un couteau afin de mettre un terme à tout ce que Frank lui fait endurer depuis si longtemps maintenant. Son alcoolisme, sa violence et ses agressions sexuelles. Mais elle se ravise et choisit un moyen qui ferait passer la mort de Frank comme normal. Il ne faudrait tout de même pas attirer les soupçons sur elle. Bon, heureusement pour elle, elle a ses bonnes vieilles habitudes. Mais comme Frank ne mange pas du tout souvent à la maison, ça lui pose un petit problème pour mettre son plan comme d'habitude à exécution. Et les peu de fois où il est sobre, il est sur ses gardes, comme s'il se méfiait déjà un petit peu d'elle. Elle a alors l'idée un petit peu loufoque de descendre à la cave, d'ouvrir discrètement une vieille bouteille d'alcool de contrebande stockée depuis la fin de la Prohibition. Elle en déverse un peu de liquide, remet le niveau avec du poison à rat, elle referme après ça le bouchon et veille à remettre la bouteille à sa place comme si de rien n'était. Elle sait que ce n'est plus alors là qu'une question de temps avant que son mari alcoolique n'ouvre la bouteille. Et elle va avoir très vite raison. Rapidement, un soir, après avoir fait la fermeture des bars, puis être allé en after chez des amis, Frank se retrouve à court d'alcool en pleine nuit. En rentrant, il décide alors de descendre à la cave. Nanny, qui s'est couchée seule la veille, l'entend remonter à la cuisine et ouvrir une bouteille. Elle s'endort ce soir-là avec un léger sourire. Le lendemain, Frank est déclaré mort des causes d'une intoxication alcoolique, probablement due à cause de l'alcool qui date un peu de contrebande. On pense même qu'il puisse avoir été en fait atteint de cirrhose. Personne alors là ne soupçonne encore cette chère et tendre Nanny, qui commence pourtant là à avoir un sacré palmarès. Personne, sauf ses propres filles, Melvina et Florine, qui voient les proches de Nanny tomber les uns après les autres. Ils ne viendront d'ailleurs même pas aux funérailles de leur beau-père. Nanny, avec tout l'argent qu'elle a pu avoir de l'assurance vie de son mari, elle va décider d'investir dans un terrain en Alabama. Elle s'y fait construire un cottage avec une grande bibliothèque à l'intérieur contenant tous ses livres favoris. Pour la toute première fois de sa vie, elle est indépendante, seule avec elle-même et avec ses pensées. Tous les autres membres de sa famille se sont éloignés d'elle en dehors d'une de ses sœurs, Dovie. Elle se sent libre de faire tout ce dont elle avait toujours rêvé, trouver l'amour. C'est tout naturellement alors qu'elle reprend ses habitudes de courrier des cœurs solitaires. Mais cette fois, elle a un nouvel objectif. Elle aspire à trouver un partenaire plus élevé dans l'échelle sociale. Son vocabulaire, élevé grâce à ses nombreuses lectures, lui permet alors de se faire passer pour une femme d'une condition supérieure à la sienne. Nanny prend aussi bien soin de chercher des hommes dans des étapes plutôt éloignées. Peut-être craint-elle qu'une réputation de veuve noire ne commence alors à la poursuivre. Elle veut être certaine de bien sélectionner ses prétendants, le prochain doit être parfait. Elle ne veut pas de tromperie et surtout pas reproduire les erreurs du passé. Parfois, elle rend visite à certains d'entre eux, mais elle veille à réserver sa propre chambre d'hôtel pour rester libre de ses mouvements, ne pas subir finalement les éventuelles ardeurs de ces messieurs. Sur son chemin, on note le décès inexpliqué d'un homme nommé Hendrix. Mais là, on n'a aucune preuve qui permet vraiment de le relier à Nanny à ce jour. En 1947, ça va être le 3e mariage pour Nanny. Elle met 2 ans avant de jeter son dévolu sur celui qui deviendra du coup son 3e mari et sa prochaine victime,
Harley Lanning. Célibataire qui ne s'est jamais marié, il vit à Lexington, en Caroline du Nord, où il s'est installé après la guerre. Dans ses lettres, il dit ne jamais avoir rencontré la bonne personne et se montre plutôt romantique. Il ne se montre jamais pressant ni insistant envers elle et il ne demande pas plus que ce qu'elle veut bien lui dire. Lorsqu'il lui rend visite, il la laisse alors contrôler à fond la situation. Autour de lui, il semble avoir bonne réputation, être reconnu pour son travail et sa mobilisation surtout durant la guerre. Il a un peu de famille dans le coin, mais rien de comparable à Charlie et la mère Braggs. Harley se comporte plutôt comme un gentleman pendant le séjour et elle pense alors qu'elle a enfin rencontré le grand amour. Ils arrangent alors très vite leur mariage afin qu'elle puisse aménager à Lexington auprès de lui. L'absence totale des proches de Nanny n'attire pourtant aucun soupçon tellement qu'elle semble respectable à cette époque-là. Leur vie de couple est exceptionnelle. Il l'emmène quasiment tous les soirs après le repas au théâtre, au cinéma ou à danser. Et elle lui sert des petits plats préparés avec amour. Le vin et la bière qu'Harley boit ne sont rien pour elle, comparé à sa vie avec Frank sous alcool. Mais le peu de temps durant lequel il n'est pas avec elle, elle est assez suspicieuse. Elle va jusqu'à tisser des liens avec certaines personnes pour le faire surveiller lors de ses sorties en ville sans elle. Et ces mêmes personnes lui en apprennent beaucoup sur Harley, notamment qu'il a eu de nombreuses relations avant son mariage, contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans ses courriers. Puis il sort de plus en plus régulièrement et s'autorise des relations extra-conjugales. Un soir, il s'endort chez l'une de ses maîtresses et ne rentre pas. À son tour, c'est Nanny qui a déserté la maison, laissant derrière elle un unique mot. Partie en voyage, serait de retour bientôt. En réalité, elle a pris la route pour son cottage en Alabama. Ce qui lui permet donc de vérifier au passage sur place si tout va bien, de regarder aussi sa boîte aux lettres. Car elle ne manque pas d'entretenir une correspondance avec de nombreux autres prétendants potentiels. Alors pour expliquer qu'elle ne répond pas régulièrement, elle prétexte des voyages ou des affaires à régler. Quand elle rentre alors au foyer conjugal, Harley se confond en excuses de tout genre. C'est promis, il passera plus de temps au travail afin de gagner plus d'argent. Ce qu'il fait, et il boit aussi un peu moins. Mais en échange, il devient plutôt difficile à vivre. Avant qu'elle continue de jouer alors l'épouse parfaite, un soir, il replonge et se laisse entraîner par ses amis. Quand il rentre après une nuit blanche, Nanny est encore partie. Cette fois, elle revient un mois après avec une nouvelle garde-robe, le laissant sans aucune explication. À nouveau, il se confond en excuses et elle accepte de jouer l'épouse encore une fois parfaite. Leur mariage continue 5 années encore, rythmé par tous ces cycles. Et pendant ces escapades à elle finit aussi par avoir un amant, qui ne savent par contre eux même pas qu'elle est mariée. À partir de l'hiver 1951, un virus grippal se répand en ville. Harley est malade, clouée au lit et cloîtrée à la maison. Il profite d'être coincé pour faire des efforts et essayer de rattraper un petit peu les pots cassés de son mariage, et elle le remercie en lui cuisinant des petits plats. Ouais, bon, vous comprenez à force, hein, les schémas de Nanny, elle est cramée à 100 mètres. À Noël, elle ne reçoit aucune carte de vœux des membres de sa famille. Ça l'attriste en vrai pas mal et ça va marquer le début d'un nouvel épisode dépressif. Alors elle se laisse pas mal aller, elle néglige la maison, son hygiène et aussi son apparence. Elle perd progressivement ses airs charmantes et comprend qu'elle laisse entrevoir à Harley la vraie Nanny. Bon, elle décide alors de se ressaisir à un moment et de lui préparer une tarte de sa spécialité, vraiment la meilleure tarte au monde, la tarte à la prune, et c'est vraiment apparemment celle qu'il préfère Harley. Donc, trop cool. Un matin de janvier 1952, elle appelle au secours après avoir retrouvé son mari sans vie. Les docteurs chargés de déclarer le décès estiment qu'il a succombé à une crise cardiaque, à cause apparemment de son état grippal et son faible état de santé. Comme les autorités ne veulent pas de panique autour de l'épidémie grippale, l'affaire est close avant même que personne n'ait pu suspecter Nanny. D'ailleurs, qui pourrait suspecter en vrai cette pauvre petite femme qui vient de perdre son époux? Pour son plus grand bonheur, elle a toute la sympathie des habitants de la ville, comme toutes les autres fois où elle a vécu un deuil. Mais la sœur d'Harley, qui sait que Nanny possède une maison à elle en Alabama, réclame la maison de son frère, ce qui oblige alors Nanny à partir de la maison. Un soir, alors qu'elle vient juste de déménager ses affaires, la maison d'Harley est victime d'un incendie. Étrange, vous ne trouvez pas? Puis le moment où Nanny arrive dans sa maison et qu'elle déménage, non, c'est très bizarre.
Sa belle-mère alors lui propose de l'héberger. Elle accepte et en échange, elle propose ses services en cuisine. Et alors là, rapidement, la santé de la vieille femme décline et l'opinion publique accuse alors la grippe encore ou une possible forme de cancer. Madame Leining meurt la même année que son fils et Nanny finit aussi à son chevet. Nanny se retrouve encore, cette forceuse, à son domicile. Car la maison de Madame Leining revient aussi à la sœur d'Harley. Bon, cette fois, elle est contrainte définitivement de retourner en Alabama, avec plusieurs milliers de dollars de l'assurance vie qu'elle a fait contracter à Harley. De retour alors à son cottage, elle écrit des lettres à sa sœur, Dovie, seul membre de la famille avec qui elle entretient encore quelques relations. Mais bon, ça reste quand même assez minime. Mais curieusement, Dovie ne répond plus à ses courriers. Nanny décide alors de se rendre chez elle et de s'assurer que tout va bien. Elle trouve alors sa sœur malade et décide de s'installer chez elle pour rester à son chevet le temps de sa guérison. Elle lui prépare alors de bons repas, prend soin d'elle, mais elle juge que sa sœur ne guérit pas assez et s'inquiète alors de plus en plus pour elle. Il est évident pour Nanny que Dovie est mourante et qu'il faut abréger alors ses souffrances au plus vite. Un soir, elle lui sert alors une compote de prunes, pas mal de sucre, assaisonnée de son petit ingrédient secret. Vous savez à force de quoi je parle. Le lendemain, Dovie est déclarée morte et des funérailles sobres lui sont dispensées. Pendant la réception de l'enterrement de Dovie, Nanny prend soin de tous les invités. Mais elle est surprise de ne pas voir ses parents. Seul son unique frère est présent et lui apprend alors que leur père, James Hazel, est aussi décédé. Nanny, vous l'aurez imaginé, se sent complètement perdue. L'homme contre lequel elle éprouve une colère si profonde depuis toujours n'est maintenant plus de ce monde. Et là, du coup, elle arrive à un stade où elle ne sait plus du tout contre quoi se battre, contre quoi elle est en colère. C'est à cause de lui alors qu'elle éprouve toute cette haine si profonde envers les hommes. Avec la mort de James, tous ses désirs de vengeance se trouvent du coup là, contrariés. Mais elle y voit aussi quand même l'opportunité de se rapprocher de sa mère, laissée seule et âgée, sans le sou, sans aucune thune dans cette ferme misérable. Louise est désormais trop âgée et trop fatiguée pour s'occuper de la ferme. Et James ne s'est pas contenté de la laisser faucher. Il lui a aussi légué de nombreuses dettes. Pauvre femme ne peut malheureusement pas éponger toute seule. La banque menace alors de saisir la ferme. Comme les autres membres de la fratrie ne se préoccupent pas du tout de la situation et que Nanny est la plus fortunée des enfants, elle décide alors de prendre les choses en main et d'enlever toutes les charges à sa mère. Elle va juste prendre sa maman au cottage en Alabama, là où elle a sa maison Bien sûr aussi, à ce moment-là, elle sent aussi la pression de l'opinion publique peser sur elle. Que penserait-on si elle laissait sa pauvre mère, une veuve âgée et endettée, seule au seuil de sa vie? Elle ressent pourtant beaucoup de colère contre sa mère. Après tout, c'est un peu à cause d'elle si elles ont vécu avec James et qu'elles ont subi des violences familiales. Ce sont un peu les choix de sa mère qui ont ruiné sa vie. Sa mère qui n'a jamais eu le courage de se confronter contre l'attitude de son mari. Maintenant, elle se sent obligée de prendre soin de la vie de cette femme qui a ruiné la sienne. Et si, finalement, sa mère avait été non pas une victime, mais une complice des maltraitances qu'elle a subies étant enfant? Pendant que la ville ne parle que de la charité de cette brave Nanny, elle prépare inlassablement chacun des repas de sa vieille mère. Lorsque Louise décède, toute la ville témoigne alors de ses condoléances à Nanny pour le décès de sa pauvre mère âgée, éreintée par la vie à la ferme. En 1953, c'est alors le 4e mariage, et pour Nanny, le 3e veuvage. Tous les membres de sa famille sont décédés. Elle n'a définitivement plus aucune attache, ni à sa famille, ni à son passé. Elle se sent absolument libre de s'inventer, de se réinventer. Elle recommence du début. Mais le temps révèle tout. Elle voit son corps changer sous les effets de l'âge. Ses cheveux blanchissent et son cou est moins ferme. Et elle a même besoin de porter des lunettes. Elle voit bien qu'elle n'attire plus trop les jeunes hommes et change de stratégie alors. Sa cible, les hommes beaucoup plus matures. Elle met donc de côté les petites annonces des journaux et s'inscrit alors au Diamond Circle Club. C'est une sorte d'agence matrimoniale qui met des célibataires en relation entre eux. Malheureusement pour elle, la plupart des hommes matures cherchent principalement de la compagnie ou une femme d'intérieur. Ils cherchent à combler l'absence d'une femme, du passé ou d'une mère qui leur manque Absolument aucune romance avec eux. Un jour, elle reçoit pourtant une lettre qui semble plus romantique que les autres. Elle est signée par Richard Morton, un soixantenaire qui vit dans le Kansas. Commercial à la retraite, il cherche à se poser après avoir passé sa vie sur les routes pour le travail. Né d'un père natif américain, il a la peau métisse, des cheveux bruns et raides. Lorsqu'elle le rencontre alors dans le Kansas, il lui offre un collier d'artisanat
et elle le trouve romantique. Elle va enfin avoir le mari dont elle a toujours rêvé, elle en est certaine. Seulement un mois après leur rencontre, il décide de se marier et elle emménage avec lui. Depuis la fenêtre de la cuisine, alors elle ne voit que le ciel bleu et les champs de maïs, elle qui est habituée à ne jamais voir l'horizon. Un jour, il quitte la maison pour faire des courses en ville et s'absente beaucoup plus longtemps que prévu. Étrange. Et dès l'instant où elle juge la durée de son absence indécente, elle commence à ruminer. Finalement, tous les cadeaux qu'il lui offre apparaissent plutôt suspects. Est-ce qu'il ne ferait pas ça pour l'acheter un peu avec de l'argent? Elle comprend pas trop, son comportement est assez bizarre. Comme elle vient alors d'arriver, elle ne connaît personne qui pourrait lui dire plus ou moins ce que fait son mari, quoi. Mais en ville, il y a toujours un moyen de rencontrer du monde. On peut rencontrer de nouvelles personnes très vite et apprendre aussi beaucoup d'informations intéressantes. Et ça, elle va surtout le trouver dans les salons de coiffure. Elle prend donc rendez-vous au salon du coin. Et ce qu'elle apprend dans les commérages, c'est que son mari couvre en fait une autre femme de cadeaux. Plusieurs autres femmes même, et uniquement des femmes plus jeunes que lui. Elle comprend que Richard n'a jamais eu d'honnêtes intentions envers elle. En lui proposant de l'épouser, il ne cherchait en fait simplement qu'une ouverture à ses multiples relations avec des jeunes femmes. Alors, elle-même se détache de son mariage. Et elle ouvre les journaux à la recherche de petites annonces. Elle ne capitule pas pour autant. Froide et calculatrice, elle estime qu'il ne faut pas reproduire l'erreur qu'elle a faite avec Harley. Ne pas finalement laisser les biens immobiliers aux héritiers. Elle s'assure alors que la maison lui revient en cas de décès. Elle vérifie aussi qu'il ne cache pas de dettes et souscrit à une police d'assurance assez élevée pour couvrir tous les frais liés au décès. Puis, elle cuisine une délicieuse tarte comme à son habitude, fourrée à la compote de pruneaux, et vous savez la suite. Le décès de l'homme n'attire pas du tout les soupçons, encore une fois, du médecin, en cause l'âge avancé d'Harley. Mais d'autres personnes ont quand même des doutes, sans vraiment oser les exprimer. Ce sont les maîtresses du monsieur. Mais elles ne sont pas en opposition de témoigner de la vigueur de leur amant. Cela aurait été trop malvenu. Nanny repart alors du Kansas avec, encore une fois, le bénéfice de l'assurance. Comme elle a repris les correspondances des annonces des journaux, elle a déjà tout un petit répertoire d'hommes à qui elle peut écrire. Mais plus le temps passe et plus les bons partis sont tous déjà pris. Ne reste que les vieux célibataires qu'elle juge être des hommes qui n'ont pas réussi dans la vie. Cette fois, elle rêve au moins de trouver un époux décent, stable, sans dette et honnête, même si elle doit renoncer au grand amour. Une profonde tristesse alors commence à l'envahir à l'idée qu'elle ne trouve jamais un tel partenaire. Alors qu'elle désespère de trouver un seul homme décent sur cette terre, elle reçoit une lettre qui lui semble respectable. Samuel Doss, 59 ans, vit en Oklahoma. Il a une façon de s'habiller et de se comporter et coiffer très à l'ancienne. La semaine, il travaille pour les autoroutes de l'État. Le week-end, il s'occupe de prêcher à la paroisse. De plus, il ne fume pas et ne boit pas, ce qui est un très bon point pour lui au goût de Nanny. En juin de l'année 1953, il se marie. La meuf vraiment enchaîne les mariages dans cette vidéo et les meurtres aussi par la même occasion, c'est une dinguerie. Mais rapidement, la vie à ses côtés ne se montre pas aussi idyllique que Nanny ne l'avait envisagé. Certes, Samuel n'a rien d'un macho et ne cherche pas du tout à la dominer. Au contraire, il aide d'ailleurs volontiers dans les tâches du quotidien. En revanche, il est rigide, voire maniaque en ce qui concerne la consommation énergétique et la vie quotidienne est très réglementée et millimétrée. Des heures du repas, celles du coucher, tout est programmé à la minute près dans la journée, y compris les soirs où ils doivent avoir des rapports. Bon, Nanny dans ce couple, elle s'ennuie de ouf. Au point où seulement 3 mois après leur mariage, elle fait un break avec le gars et retourne à son cottage en Alabama. Le temps de faire la route et de vérifier son courrier, une lettre de Samuel se trouve déjà dans sa boîte aux lettres. Dans ce courrier, il ne s'excuse même pas. Il se contente de se justifier, affirmer pourquoi il a raison et qu'elle est en tort. Cela rappelle à Nanny le ton que prenait son père, James, qui voulait toujours que tout soit fait comme il le voulait. Dans la lettre, Samuel lui fait aussi du chantage. Il lui dit que si elle revient et lui promet d'être une bonne épouse, il mettrait toutes ses économies et tous ses biens légalement en commun avec elle. Alors, elle accepte. Samuel a tellement de points communs avec James, l'homme qui a ruiné sa vie, qu'il doit mourir. Elle retourne alors auprès de lui et il honore sa promesse. Ils vont à la banque pour mettre tous les comptes en commun et inscrire Nanny en bénéficiaire de son assurance vie. Puis leur vie reprend, elle essaie d'entretenir les apparences malgré ses ruminations. Jusqu'au jour où Samuel commet l'ultime affront. Non content de tout contrôler, il critique ses lectures romantiques, les juge peu intellectuels, contrairement à ses lectures à lui. Malheureusement, pour Nanny, Samuel est constamment avec elle, même lorsqu'elle cuisine.
En plus, il n'aime pas le sucre, qui couvre pourtant parfaitement le goût de la cernique. Enfin, il ne boit non plus ce qui rend possible d'empoisonner discrètement une bouteille, comme pour son deuxième mari, Frank. La seule possibilité là qu'elle voit pour glisser le poison est le café qu'il a l'habitude de prendre avec son repas le soir. En septembre alors, 3 mois après leur mariage, Samuel est bizarrement hospitalisé. Il passe plus de 20 jours dans un service de gastro-entérologie où on lui diagnostique une infection intestinale. Il sort guéri sur accord du docteur Shelbane, au grand désespoir, vous l'aurez deviné, de Nanny, qui se dit qu'elle a probablement mal géré le poison. Mais bon, elle se décourage pas. Le soir même du retour de Samuel à la maison, après son hospitalisation, elle lui dit de rester tranquillement se reposer pendant qu'elle, de son côté, lui prépare un bon petit repas, avec un bon café chaud et serré comme il les aime. Ensuite, elle l'accompagne se coucher, mais elle retourne lire ses romans d'amour dans le salon. À la lumière de la seule lampe qu'il lui autorise à utiliser pour ses lectures du soir, elle feint d'ignorer les gémissements d'agonie qui proviennent de la chambre. Elle n'est pas inquiète. Elle sait que de nombreuses lettres de prétendants l'attendent à nouveau au cottage. Elle sait qu'elle pourra un jour trouver un mari convenable avec qui elle sera heureuse. Le matin, elle appelle une ambulance. Sur place, le personnel médical constate alors le décès. L'homme semble avoir succombé à des complications liées à son infection intestinale récente. Le corps est alors emmené à la morgue. Pourtant, cette fois, quelqu'un a de sérieux doutes. Quelqu'un de légitime, qui peut obtenir des preuves et qui ne va pas hésiter à les chercher. Le docteur Shelbane, qui vient d'autoriser la sortie de Samuel, estimant qu'il était guéri et qui trouve son décès brutal et plutôt étrange. Malheureusement, comme le décès ne paraît suspect que pour lui, il lui faut l'autorisation de la veuve pour ordonner une autopsie. Les rumeurs alors se répandent en ville sur l'étrangeté du décès de Samuel. Le docteur saisit alors l'opportunité pour prétexter une question de santé publique. Nanny, coincée alors dans son rôle de parfaite épouse endeuillée, est contrainte d'accepter l'autopsie, pour pas paraître un petit peu étrange. Les résultats alors révèlent une dose d'arsenic assez élevée pour tuer un cheval dans le corps du défunt. Le docteur possède là alors la preuve que son patient a été empoisonné. Il peut enfin alors appeler la police qui interpelle très rapidement la veuve. En 1954, c'est l'interpellation et le procès et la condamnation de Nanny. Lorsque les agents des forces de l'ordre la placent en garde à vue et lui demandent si elle a tué son époux, elle ricane de manière cynique et leur demande s'ils sont sérieux. Comment elle aurait pu tuer son époux adoré? Elle, une si gentille petite mamie que la vie a fait souffrir bien trop souvent. Non, ça paraît beaucoup trop bizarre. Le corps du défunt contient du poison, mais aucune preuve là ne permet de relier Nanny de manière certaine. Alors, les enquêteurs ont besoin d'aveux de sa part, s'ils veulent la faire condamner cette criminelle. Nanny, elle, se contente de ricaner nerveusement à chaque fois qu'ils émettent ne serait-ce que l'hypothèse qu'elle ait pu tuer son mari. Eux ne pensent enquêter que sur un seul décès, sans avoir encore découvert le sombre passé de la veuve. L'agent spécial Ray Page est dépêché alors au bureau de la police. Il a eu le temps de retracer le passé de Nancy, née Hazel, épouse Braggs, Harrelson, Laning, Morton et Doss, et veuve de ces 4 derniers. Lorsqu'il entre dans la salle d'interrogatoire, elle est en train de lire stoïquement un journal qui lui retire des mains directement. Il a préparé son entrée et lui demande alors si elle croit aux fantômes. Lui affirme qu'après des années à avoir fait son métier, il ne peut que croire en eux. Mais selon lui, contrairement à ce que l'on croit, les fantômes ne hantent pas les lieux. Ils hantent les gens, et principalement les gens qui leur ont fait du mal de leur vivant. L'agent Page demande alors à Nanny combien de maris elle a tué. Elle ne répond pas immédiatement et se contente de ricaner encore une fois. Face à son silence, il essaie alors de dealer. Soit il utilise la manière longue à chercher des preuves et s'il en trouve, c'est la peine de mort pour elle, soit elle peut avouer avoir de la prison à perpétuité. À la grande joie de tous les enquêteurs qui assistent à l'interrogatoire, derrière la vitre de la salle, Nanny Doss avoue tout. L'agent Page a réussi. Il ne s'arrête pas en bon si chemin et tente de la faire avouer pour les autres décès. Elle avoue avoir tué ses 4 défunts maris, mais ne reconnaîtra jamais aucun autre meurtre. Avoir avoué alors 4 meurtres la condamne déjà à une peine maximale. L'agent Page, satisfait, estime alors que son travail est accompli. Le corps des victimes dont elle a avoué les meurtres sont alors exhumés pour les besoins de l'enquête. Les tests révèlent dans chacune des dépouilles des taux très élevés d'arsenic. Bilan alors des décès connus autour de Nancy Hazel,
2 de ses propres enfants, sa belle-mère, la grand-mère Braggs, les 2 enfants de Melvina, son 2e époux Frank Harrelson, son 3e époux Harley Leining, sa belle-mère Madame Leining, sa sœur Dovie, sa mère Louise, son 4e époux Richard Morton, son 5e époux Samuel Doss, soit 12 personnes sans compter le probable Hendrix. Et d'autres amants aussi dont les décès ont pu passer inaperçus et ne pas être reliés à Nanny. On peut dire que là, ce tableau de chasse criminel incroyable fait de Nancy Doss une tueuse en série. Même si bon, à l'époque, on ne connaît pas encore ce profil de tueur en série, encore moins d'une femme tueuse en série. En 1900, les amis 55, c'est le procès final. Face à la cour criminelle de Tulsa et sur le conseil de ses avocats, elle plaide coupable. Le juge, qui n'arrive pas à se résoudre à condamner une charmante petite vieille femme à la chaise électrique, la condamne alors tout de même à la prison à perpétuité. Et lorsque les médias sont enfin autorisés à l'interviewer, la nation découvre une petite grand-mère qui paraît plutôt sympathique. Pourtant, les expertises psychiatriques et les docteurs qui l'ont examinée prouvent qu'elle est mentalement saine, calculatrice et que ses actes ont été commis délibérément. De 1955 à 1965 va se produire pendant toute cette période le jugement dernier. Depuis sa cellule de prison, durant des années d'enfermement, desquelles elle ne sortira jamais, elle entretient de nombreuses correspondances avec des fanatiques. Ce genre de fanatiques, de meurtriers qui essaient à tout prix d'entrer en contact avec eux. L'année 1965 marque la fin de celle que les journaux surnomment la mamie qui ricane. Gravement malade, elle est transférée de sa prison jusqu'à l'hôpital. La sordide mamie du coup qui fait que rire voit à son tour la mort le 2 juin 1965 atteinte d'une leucémie. Ce qui est du coup très ironique lorsqu'on sait que c'est une sorte d'empoisonnement du sang. À ce jour, les connaissances médicales auraient pu probablement apporter une autre expertise psychiatrique. Nanny souffrait probablement d'un trouble de l'empathie pathologique, une sorte de séquelle de la blessure au crâne qu'elle a subie étant enfant. Il est possible qu'une partie de son cerveau ait été endommagée, la laissant incapable de certains schémas émotionnels normaux. Sans parler de la profonde violence familiale et de l'alcoolisme ambiant qui ont probablement aussi atteint son cerveau. Nanny Doss ne peut nous empêcher d'éprouver quand même un peu de compassion lorsqu'on pense à la brutalité et la misère qui ont rythmé sa vie. Avant qu'on se souvienne quand même très vite qu'elle est en réalité une effroyable tueuse en série. Quand même, pas oublier ça. Mais c'est vrai que l'enfance qu'elle a vécue n'explique pas et ne justifie pas tout ce qu'elle a commis, mais du coup, ça nous laisse comprendre pourquoi elle agit de la sorte. La légende dit qu'à l'intérieur alors de la prison, dans la cellule qui a été la sienne durant 10 ans, son ricanement maléfique résonne encore. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Elle était bien longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors plu, je sais pas si c'est vraiment le terme, car on est sur juste une histoire triste d'une personne désemparée qui a tué toute sa vie. Une personne qui a souffert et qui a fait souffrir beaucoup de personnes. J'ai du mal avec ce genre d'histoire à les raconter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous, de votre côté, dites-moi en commentaire, vous avez des grands-mères assez cool. L'inverse finalement de Nanny Doss. Je ne souhaite à personne de vivre en vrai l'enfance qu'elle a vécue. Cette histoire est hyper triste. On finit sur une un peu pas drôle. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Merci beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur Spotify. Je vous mettrai en description pour écouter les vidéos. C'est vrai que c'est trop bien quand vous faites du sport, de la cuisine ou autre activité. Vous pouvez switch quand vous voulez, regarder la vidéo parce que maintenant il y a la vidéo sur Spotify. Donc je vous invite les amis à me rejoindre. On est bientôt 30 000 sur Spotify. Je vous mets tout ça en description pour ceux qui ne me suivent pas encore, qui ne font pas encore partie de l'aventure Spotify. Je vous embrasse tous. Passez une bonne nuit ou du moins essayez avec ce que je viens de vous raconter. C'était Léo et je vous dis à très vite pour de prochaines histoires. Salut tout le monde.
Thank you.